je vais commencer par nous présenter. Je suis Lisa Cugnier, je travaille pour l'association France Nature Environnement 04. Et notre association, dans le cadre du contrat de rivière Bléone et ses affluents, organise des journées techniques, des journées d'échange pour les élus et les techniciens du bassin versant de la Bléone avant tout, sur la prise en compte de l'eau, des rivières, des milieux naturels dans les documents d'urbanisme et dans les politiques publiques. Nous organisons ces journées depuis 6 ou 7 ans. Dans la première phase du contrat de rivière Bléone, nous avons organisé 9 journées techniques. Et là, c'est la deuxième phase du contrat de rivière. Et c'est notre 4e journée technique aujourd'hui. Donc, nous avons commencé cette partie-là de la deuxième phase du contrat de rivière Bléone avec les journées techniques sur l'eau, la prise en compte de l'eau dans les documents d'urbanisme. Donc là, vous avez un enregistrement qui est accessible. Si vous souhaitez le revoir, vous pouvez toujours me le demander. Notre dernière journée technique, elle portait sur les zones humides. Donc, nous avons visité les zones humides, les prairies humides au bord de la Bléone. Et du coup, la suite logique de ces journées techniques, c'est la journée d'aujourd'hui, où on va parler de la ressource en eau dans les conditions des changements climatiques. Alors, on va essayer de faire le zoom, le focus sur la Durance et sur la Bléone autant que possible. Vu que le SMAB maintenant gère pas que la Bléone, mais aussi l'As et la Blanche. Donc, nous allons essayer d'avoir une vision un peu plus générale de notre territoire, essayer de voir les tendances autant que possible sur notre territoire, mais tout en s'appuyant sur les données scientifiques. Donc, notre programme d'aujourd'hui, c'est de commencer par la présentation de Yves Bidet, qui représente le GREC Sud, qui fait également partie des FENEPACA aussi. Ensuite, Éric Sequet nous fera un retour, d'un côté un retour sur l'étude R2D2 lors de laquelle il a travaillé sur le bassin versant de la Durance à l'horizon 2050 pour voir les prévisions en lien avec le changement climatique d'ici 2050 sur notre territoire. Ensuite, je vous prie d'excuser Monsieur Patrick Grias de la Tour du Vala. Il a eu un empêchement, il ne peut pas être là avec nous aujourd'hui. Par contre, j'ai échangé avec lui, il m'a passé ses supports. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous faire le retour sur cette étude de la Tour du Vala, sur l'impact des changements climatiques, sur la biodiversité des zones humides de notre région. Voilà, et on va terminer avec la conclusion qui nous sera proposée par Pierre Gottardi, aujourd'hui administrateur de FNE 04, sur les actions qu'on peut mener ensemble sur un bassin versant pour s'adapter au mieux, pour anticiper au mieux, je dirais, les effets des changements climatiques. Voilà, du coup, je passe la parole à Yves. Oui, bonjour à tous. Là, normalement, j'ai partagé mon écran, donc j'espère que tout se passe bien et que vous voyez bien mon écran et que vous m'entendez bien. Oui, super. Ok, d'accord. Bon, bonjour Lisa, bonjour à tous. Donc moi, ce que je vais vous faire en 20 minutes, c'est essayer de vous planter le décor, c'est-à-dire quels sont les facteurs du changement climatique qui vont impacter la ressource en eau en région sud. Et donc, je vais faire un petit tour. Donc, j'interviens, comme l'a dit Lisa, au titre. Alors là, j'ai encore un petit ennui, comme tout à l'heure, quand on a essayé au niveau de l'évolution. Voilà, là, ça marche. Donc, j'interviens au titre du GREC Sud. Alors, le GREC Sud, qu'est-ce que c'est? C'est un groupement de. Donc, l'acronyme, c'est le groupe régional des experts du climat pour la région Sud. Et donc, c'est un groupe de chercheurs qui s'associent de façon bénévole pour essayer de faire le point sur la connaissance scientifique sur le changement climatique dans notre région. Donc, c'est une espèce de mini-GIEC pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec quand même moins d'ambition, mais
Ce qu'on veut essayer de faire, c'est de transférer les connaissances de la recherche vers l'ensemble de la population, et en particulier les acteurs du territoire et les décideurs du territoire. Et les principales productions du Grec Sud, ce sont des cahiers thématiques sur, vous voyez là, le climat, l'agriculture, la forêt, l'eau, la montagne, et un certain nombre d'autres qui sont à venir. Et donc, tous ces cahiers, il y a une grande partie de ce que je vais vous raconter qui sont extraits de ces cahiers, et ils sont consultables en ligne sur le site internet, la grec-sud.fr. Et donc, vous pourrez aller les voir si ça vous intéresse de un peu approfondir ce que je vais vous dire de façon très générale. Alors, pour commencer cette partie-là, un petit zoom, bon, d'autres en parleront mieux que moi après, mais sur la particularité de la ressource en eau en PACA. Donc, en fait, on est dans une région qui est sèche, qui est chaude, et jusqu'à présent, à rare exception près, on ne manque pas d'eau. Et en fait, c'est parce qu'il y a eu une adaptation très ancienne de la population à ce climat, et qu'il y a eu des aménagements qui ont été faits, et en gros, pour amener l'eau d'où elle était, c'est-à-dire des montagnes, vers la plaine et le littoral où elle manquait. Et donc, il y a un réseau de canaux qui a été construit depuis très très longtemps, depuis des siècles, et puis des barrages et des retenues d'eau. Donc ça, c'est quelque chose d'assez primordial. Cette caractéristique, et ce n'est pas partout pareil, mais c'est vraiment cette culture de l'aménagement pour la ressource en eau. Ensuite, alors corrélativement à ça, en fait, les prélèvements d'eau souterraine, qui classiquement sont le deuxième moyen d'avoir de l'eau, en région PACA, ça représente que seulement 14% des besoins en eau. Et en fait, c'est 3 fois moins que la moyenne française. Donc, ça accentue le fait que c'est bien l'aménagement des réseaux de canaux, des barrages, qui procure l'essentiel de l'eau qui est consommée en région Provence-Côte d'Azur. Donc, ces besoins, globalement, il y a des exceptions, il y a des années où ça manque un peu, mais globalement, les besoins aujourd'hui sont couverts, et on commence à avoir les prémices de problèmes. Et donc, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est plutôt quels sont les facteurs météorologiques qui influent sur cette ressource en eau, et comment elles évoluent, donc comment déjà on constate qu'elles évoluent, et comment elles risquent d'évoluer dans le passé avec le changement climatique. Le premier facteur qui impacte la ressource en eau, c'est la température, parce que la température, plus il fait chaud, plus l'eau va s'évaporer, donc il va y avoir une perte d'eau au niveau des réserves, au niveau des barrages, au niveau des canaux. Et donc, ça va avoir tendance, une hausse des températures, à diminuer la ressource potentielle en eau. Alors, sur les températures, qu'est-ce qu'on constate? On constate une hausse des températures, et cette hausse s'accélère depuis les années 90. Deux diagrammes ici, c'est les diagrammes qui sont issus des relevés qui sont faits à la station de Saint-Auban, donc c'est vraiment le territoire. Sur le diagramme de gauche, on a chaque année calculé la température moyenne annuelle à la station de Saint-Auban, et on a comparé cette moyenne annuelle à la moyenne des 30 années entre 1961 et 1990. Et donc, ça donne une anomalie. Donc, tout ce qui est en bleu sur le diagramme, qui est négatif, ce sont des années qui sont plus froides que les 30 années de référence. Tout ce qui est en rouge, c'est tout ce qui est plus chaud. Et donc, visuellement, on constate qu'il y a une hausse régulière depuis les années 90, elle s'accélère, et que depuis les années 90, toutes les années à Saint-Auban sont au-dessus de la moyenne des 30 années précédentes. Donc, cette pente-là, un autre effet de cette tendance-là, c'est toujours sur la même station de Saint-Auban, on regarde le nombre de jours, on décompte par année le nombre de jours où la température maximale de la journée a dépassé 30 degrés. Eh ben, on constate la même chose, c'est que ce nombre de jours est nettement en augmentation.
et avec une vingtaine de 20-30 jours en moyenne dans les années 60-90, on est passé à entre 50 et 70 jours où la température dépasse 30 degrés à Saint-Ouen. Donc, indéniablement, cette hausse des températures, elle s'observe et bon, pour l'instant, on ne la voit pas trop s'arrêter. Et bon, on verra plus tard qu'il est prévu que ça continue de, de hausser. Autre facteur qui va jouer sur la ressource en eau, donc c'est non seulement le niveau de la température, mais c'est aussi la fréquence des vagues de chaleur. C'est-à-dire les vagues de chaleur, c'est les moments où la température est supérieure à 5 degrés par rapport à la normale pendant plus de 3 jours. Et donc là, vous avez un diagramme qui est bâti à partir des températures mesurées sur toute la région PACA et où on a essayé de visualiser les différentes vagues de chaleur depuis le milieu du siècle dernier sur un diagramme où en abscisse ici, on a la durée de la vague de chaleur en jours. Ici, en ordonnée, on a un indicateur de température de la vague de chaleur. Donc, plus cet indicateur est élevé, plus les niveaux atteints en température ont été élevés. Et la grosseur de la bulle, c'est l'incidence de la vague de chaleur, en gros, sa force globale sur toute la période. Alors, sur ce diagramme, on voit on voit plusieurs choses. Hein. On voit d'abord que les bulles qui sont en marron, c'est-à-dire c'est les vagues de chaleur qui ont lieu depuis 2000, sont très nettement supérieures aux bulles qui sont en gris, les vagues de chaleur qui ont eu lieu avant 2000. Et en fait, sur 29 épisodes représentés depuis le milieu du siècle dernier, 18 épisodes se sont produits après 2000, dans la période 2000-2019. Donc, il y a une surreprésentation des vagues de chaleur dans les 20 dernières années. Ce qu'on peut aussi constater, c'est que, alors bien sûr, la vague de chaleur qui est représentée ici, qui est la vague de chaleur de 2003, qui est bien connue et qui a eu lieu partout en France, elle est effectivement remarquable, mais elle est surtout remarquable par sa durée, c'est-à-dire qu'elle a duré pratiquement 24 à 25 jours, que par contre, ici, on a une vague de chaleur qui a duré moins longtemps, qui n'a duré que 15 jours, mais qui a été aussi remarquable et qui surtout a atteint des niveaux d'indicateurs de température bien plus importants. On est à 26 indicateurs de température sur la région PACA pour la vague de chaleur de 2003. On est à 28 sur la région PACA pour la vague de chaleur de 2010. Donc, cette répétition de vagues de chaleur a forcément une incidence sur la ressource en eau, en particulier sur l'évaporation continue pendant ces vagues de chaleur de la ressource en eau. Voilà, sur le diagramme qui est en haut à droite, on voit là, on a décompté le nombre de jours de vagues de chaleur sur la station de Saint-Auban, hein, pour revenir toujours sur la référence locale. Et donc, on a, comme les diagrammes précédents, un indicateur très net d'augmentation de ce nombre de jours de vagues de chaleur à la station. Ce qu'on constate aussi, on le constatait déjà sur les précédents diagrammes, c'est qu'il y a quand même une variabilité d'une année sur l'autre assez importante. Hein. C'est-à-dire qu'on a là aussi l'année 2003 qui ressort avec 45 jours là, de vagues de chaleur à Saint-Auban. Mais on a une année avec beaucoup de vagues de chaleur qui est suivie par une année où on n'a presque pas. Mais globalement, si on regarde la pente, il est indéniable que le nombre de jours de vagues de chaleur augmente. Alors, juste pour l'anecdote, 28 juin 1919, sur Vinon-sur-Verdon, c'est le record historique de chaleur dans le Var, 44,3 degrés. C'était une valeur qui n'avait jamais été atteinte en région PACA. Donc, les indicateurs pointent tous vers une augmentation de
de la température. Et cette augmentation, on peut dès à présent la constater. Alors, sur la partie des précipitations, là, il y a beaucoup plus de variabilité d'une année sur l'autre, encore plus de variabilité. Donc là, c'est le même type de schéma donc, sur la station de Castellane que ceux que j'ai montrés sur les températures à Saint-Auban. C'est-à-dire, à gauche, vous avez chaque année le cumul annuel des précipitations qui est comparé à la moyenne de la période 1961-1990. Ce qui est vert, c'est une année qui est plus pluvieuse que la normale. Ce qui est en lisse, c'est une année qui est plus sèche que la normale. Et donc là, on voit qu'il y a une succession quand même d'années sèches, d'années humides, et qu'il y a une tendance qui est beaucoup moins nette. Il y a une petite tendance, quelques signes d'évolution, mais c'est beaucoup moins net. C'est un tout petit peu plus net sur le diagramme de droite, qui lui représente le cumul sur la période de l'été. Donc le même type de diagramme, mais uniquement sur la période de l'été, juin, juillet et août, et où on a une tendance un petit peu à la baisse, mais qui est statistiquement encore assez faible. Alors, pour les précipitations, il y a plusieurs aspects. On peut regarder effectivement combien de millimètres de litres au mètre carré il est tombé pendant une année ou pendant une saison. On peut aussi s'intéresser aux pluies les plus fortes, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle dans la région les épisodes méditerranéens, et ce qui provoque les crues, les inondations. Donc là, sur ces épisodes particuliers, les épisodes les plus forts, on commence à avoir un signal, puisqu'on a, depuis le milieu du XXe siècle, un doublement de la fréquence des événements qui vont dépasser un seuil de 200 mm de pluie par jour. Donc 200 mm, c'est 200 litres au mètre carré, hein, donc c'est quelque chose de vraiment important. On a l'intensité de ces épisodes qui est en hausse d'environ 22%. Hein. On a aussi une hausse des surfaces touchées. Donc tout ça, ça pointe vers une augmentation de la sévérité et du nombre de ces événements exceptionnels. Et donc, on estime là que la probabilité de crue centenale, donc la crue centenale, c'est la crue qui a une chance sur 100 d'arriver chaque année. Cette probabilité a doublé et la raison principale, c'est l'augmentation de la température, puisque plus la température est élevée, plus l'atmosphère peut contenir d'eau sous forme vapeur, et donc plus le potentiel précipitant de l'atmosphère va augmenter. Donc ça ne veut pas dire qu'on aura... il faut que ce potentiel se transforme en épisode méditerranéen, et pour ça, il faut des conditions météo très spécifiques. Mais si ça démarre, il y a plus d'eau disponible si la température est plus élevée. Et donc, il y a un risque de pluie plus important. Donc, pour illustrer ça, on a eu en 2020, donc de façon toute récente, dans la région, enfin, dans le sud de la France, hein, donc un épisode côté Occitanie et un épisode côté Provence-Alpes-Côte d'Azur, deux événements qui ont dépassé les 500 mm, donc les 500 litres par mètre carré d'eau, le 19 septembre dans le Gard, le 2 octobre dans les Alpes-Maritimes, avec les dégâts qu'on connaît sur les vallées du Mercantour, la Vésubie, la Tinée et la Roya. Donc ça, c'est vraiment un des éléments à prendre en compte pour l'évolution, parce que c'est une évolution qui va durer. Alors, ça explique en grande partie donc, ces crues catastrophiques. Alors, le risque d'inondation, il dépend forcément de combien de pluie il va tomber, mais il dépend aussi de les caractéristiques de l'aménagement du bassin versant, et en particulier, l'urbanisation imperméabilise les sols et aggrave fortement les crues. Un même événement, s'il arrive sur une zone de nature, de forêt, et s'il arrive sur une zone complètement urbanisée, il va avoir
des conséquences très différentes. Alors, maintenant qu'on a vu ce qu'il en est, pour ce qu'on observe déjà sur les 30 dernières années, qu'est-ce qu'on prévoit pour le futur, pour la fin du siècle? Alors là, vous avez un diagramme qui représente l'évolution observée en bleu des températures, et puis à partir de maintenant, les observations, les températures qui sont prévues dans le futur, avec trois hypothèses différentes. Donc, trois hypothèses différentes sur combien de gaz à effet de serre nous allons émettre dans l'atmosphère dans le futur. Et donc, il y a les trois hypothèses. La première hypothèse, c'est la courbe en rouge. La courbe en rouge, c'est qu'on continue d'émettre autant de gaz à effet de serre dans l'atmosphère que ce qu'on fait actuellement. Et en fait, on suit la courbe ascendante, puisque tous les ans, quasiment, avec des variations un peu liées à l'activité, mais tous les ans, on rejette un peu plus de gaz carbonique dans l'atmosphère au niveau mondial que l'année précédente. Et donc, ce diagramme-là, il est calculé à partir des dernières simulations qui ont été faites en Europe par différents instituts de recherche, dont Météo France, dont l'Institut Paul-Simon Laplace de Palaiseau, et aussi des services météo étrangers. Et donc, c'est projeté sur la région PACA. Donc, ça, c'est vraiment les courbes qui sont projetées pour la région PACA. Et dans l'hypothèse où on ne change pas notre manière de développement et où on continue à rejeter de plus en plus de gaz à effet de serre, pour la région PACA, ça serait 5 à 7 degrés de plus en moyenne pour la fin du siècle. Alors, autre hypothèse qui serait l'hypothèse la plus optimiste, c'est si on arrive à suivre l'annonce qui a été faite à la COP21 de Paris, de rester sous les 2 degrés, voire sous les 1,5 degré. Et donc, on a calculé quels sont les gaz à effet de serre qu'il faudrait émettre dans l'atmosphère pour arriver à ce résultat. Et donc, ça donne cette hypothèse là, sur les gaz à effet de serre qu'on appelle RCP 2.6. Et donc, avec cette hypothèse, on reste à peu près au niveau de 1,5 degré, 2 degrés en région PACA aussi. La troisième hypothèse, c'est une hypothèse qui est faite à partir des promesses qui avaient été faites par les différents gouvernements à la COP21 de Paris en matière de réduction des gaz à effet de serre. Chaque gouvernement avait dit moi, je m'engage à diminuer de temps. Et donc, si toutes les promesses des gouvernements sont suivies des faits, on est quand même à une augmentation en PACA de 3,5 degrés pour la fin du siècle. Donc, ça montre que il y a encore du chemin à faire. Hein. Si on veut rester sous les 2 degrés, ce sont des mesures extrêmement fortes qu'il faut prendre de réduction des gaz à effet de serre. Si on s'en tient aux promesses des gouvernements, on n'y arrive pas. Et aujourd'hui, on est quand même plutôt sur le fait que même les promesses des gouvernements qui avaient été faites à la COP21 ne sont pas encore suivies des faits. Et donc, on est sur une trajectoire qui serait plutôt vers le rouge ou entre le rouge et le jaune. Donc, si on veut éviter une augmentation trop forte des températures, voilà, il faut vraiment avoir des mesures très importantes de réduction de nos émissions. Alors, un des points à souligner, c'est que jusqu'en 2050, il y a très peu de différence entre les scénarios. Et donc, même si on agit très fortement aujourd'hui, on n'en verra les résultats que dans la deuxième moitié du siècle. Ce qui est peut-être d'ailleurs un peu un frein à agir parce qu'on agit, on n'en voit pas tout de suite le résultat. Et donc, au rythme actuel, disons, avant 2050, on pense que les 1,5 degré de réchauffement seraient atteints. Donc, et ça,
à peu près quelles que soient les mesures qu'on prend aujourd'hui. Et donc, l'effet serait reporté à après 2050. On a fait le même exercice à partir des modèles de projection climatique dans le futur sur les précipitations. Et là, je vous présente donc le diagramme sur la région PACA. On a beaucoup moins de signal dans les modélisations sur l'évolution des précipitations, en tout cas sur la répartition des précipitations annuelles. C'est-à-dire, au-delà de 2050, il y a un des scénarios, là, le scénario IOEC et le scénario de laisser-faire, le scénario où on ne maîtrise pas les émissions de gaz à effet de serre, où on a une diminution des cumuls annuels en région PACA de l'ordre de 10 à 20%. Cette tendance, elle est un peu plus marquée sur les précipitations estivales. Donc, en fait, on retrouve ce qu'on a déjà remarqué sur les 30 dernières années. Et on aurait par contre un maintien, une hausse des cumuls à l'automne et au printemps. Donc, alors, autre facteur qui va jouer sur la ressource en eau, c'est l'évolution du manteau neigeux, puisque une grande partie de l'eau qu'on utilise, en fait, vient du manteau neigeux hivernal qui fond et qui alimente et les barrages et les canaux. Donc là, il y a eu, sur le diagramme là, de gauche, vous voyez en trait noir la répartition de l'enneigement donc, moyen sur les Hautes-Alpes à 1800 mètres pour les années 1980-2010, donc 30 ans. La courbe en tireté, c'est la même moyenne, mais pour les années 1961-1990. Et donc, vous voyez qu'il y a une évolution déjà entre les 30 dernières années et les 30 précédentes, qui est d'avoir, à partir de mi-février, une fonte beaucoup plus précoce et une fonte qui va s'accélérer plus vite que dans les années 61-90. Et donc, ça, c'est un facteur. Et ça va être amplifié par les projections qui ont été faites, qui sont en tireté bleue ou gris, en enveloppe bleue ou grise. Donc, on voit que ce qu'on prévoit, c'est qu'à la fois en début de saison, alors que pour l'instant, en début de saison, on ne prévoit pas d'évolution notable. En début de saison, on va aussi avoir une baisse de l'enneigement et on va avoir aussi une diminution beaucoup plus précoce de l'épaisseur de la neige. Donc, cette fonte précoce du manteau neigeux, ça va décaler l'apport d'eau dans les rivières vers le printemps et ça va augmenter la sévérité des étiages estivaux en durée et en intensité. Autre présentation sur le manteau neigeux, une autre étude, l'étude Adamon, là, qui, elle, s'est intéressée à si la température moyenne mondiale augmente de 2, 3, 4 ou 5 degrés, quelle va être l'incidence sur l'enneigement dans différents massifs français. Donc là, on a le Mercantour à différentes altitudes. On a le Champsaur à 1200 mètres et à 2700 mètres. Et on constate que plus la température moyenne mondiale augmente et plus l'effet sur l'enneigement va être important, avec à partir de 4 degrés, vous voyez qu'à 1200 mètres, l'effet, c'est 80 à 90% de la couverture neigeuse qui va disparaître. Alors, la diminution est plus sensible à basse altitude et il y a une marge d'erreur qui va diminuer. Donc, plus l'augmentation de la température est faible et contenue, plus la marge d'erreur est grande, mais plus la température augmente et plus cette marge d'erreur va diminuer. Donc, si on est à 4 ou 5 degrés d'augmentation de la température moyenne mondiale, on sait qu'on va avoir une diminution drastique de l'enneigement. Alors, à basse altitude, l'enneigement et une période d'enneigement très courte. Et même à plus haute altitude,
une diminution entre la moitié et les trois quarts. Donc, très, très important. Alors là, je ne vais pas insister, hein, je présente ces… Donc, il y a des études en fait, qui ont pris ces simulations atmosphériques et qui ont essayé de voir quelles conséquences ça va avoir. Donc, à gauche, sur le débit des rivières, donc, il y a une étude Explore 2070 qui essaye d'estimer quelle va être la tendance et donc, on voit que la tendance est partout à la baisse, avec les couleurs donnent l'importance de la baisse estimée. Donc, nous, dans notre région, on se situe plutôt autour de 20 à 30%. À droite, on a l'incidence de ce changement climatique sur les réserves en eau profonde, les eaux souterraines, hein, et donc sur la recharge de ces eaux souterraines. Et on a aussi là donc une estimation, hein, donc les études ont été faites sur le bassin du Rhône, hein, et vous voyez que nous, on est dans la région, dans le nord et l'est de notre région sur une diminution plutôt modérée de 10%, et sur le sud et l'ouest de notre région sur moins 25 à moins 10 à moins 25%. Donc une évolution plutôt à la baisse, pas aussi drastique que l'évolution des températures, mais toutes les études convergent pour dire qu'on va plutôt vers une baisse de la ressource en eau. Et donc, ça aura des conséquences sur le débit des rivières, mais ça va être la partie qui va vous être exposée par Eric tout de suite. Donc, je passe très vite. C'était juste pour vous donner envie de bien écouter la présentation suivante. Alors, sur la ressource en eau, il y a donc une convergence des études vers une diminution. Il y a quand même un certain nombre d'incertitudes qui concernent quelle va être l'intensité de cette diminution et quelles vont être ses conséquences. Donc, la ressource en eau, elle va déjà être affectée par le changement climatique. Donc, la principale incertitude, c'est quelle va être la trajectoire du changement climatique. Donc, quel va être en gros le scénario d'émissions de gaz à effet de serre qu'on va arriver à avoir, hein, et donc ça dépend uniquement des décisions politiques qui vont être prises sur ce sujet, et des décisions politiques mondiales, hein, puisque le changement climatique, c'est un phénomène mondial, et les solutions sont à prendre au niveau mondial. La ressource en eau, elle va aussi être impactée dans le futur par la pression anthropique, c'est-à-dire est-ce qu'on va continuer à consommer l'eau de la même façon, ou est-ce qu'on va mettre en place des politiques de gestion de la ressource et d'utilisation de la ressource et de baisse des besoins qui va permettre de préserver la ressource en eau. Alors, sur les incertitudes, donc, sur le calcul de cette ressource, il y a à la fois la complexité des systèmes hydrologiques, je n'insiste pas, ça va être développé par ailleurs. Il y a un certain manque de connaissances scientifiques sur les petits cours d'eau, l'impact sur la biodiversité, aussi sur le fait que les scénarios là, qui calculent la ressource en eau à partir des projections climatiques ont été faites le plus souvent sur des modèles qui sont assez anciens, et les dernières projections changement climatique n'ont pas encore été utilisées pour mettre à jour cette ressource en eau, et qu'on a une grosse incertitude, comme on l'a vu sur la prévision de précipitation. Donc, je finis en faisant une petite synthèse. Alors, si vous deviez retenir que quelques éléments de cette présentation. Le point principal, augmentation des températures, allongement des périodes de sécheresse. C'est quelque chose qu'on constate déjà, et c'est quelque chose qu'on prévoit qui va s'amplifier. Donc ça, c'est évaporation accrue, et donc ça impacte fortement la ressource en eau. Il y a la diminution à la fois de l'épaisseur de la neige et puis une fonte plus précoce. Et donc ça cause, enfin, il y a une moindre alimentation de tous les cours d'eau, et donc forcément, au bout du compte, il va y avoir une baisse du débit des rivières, et donc une moindre ressource en eau. Et donc sur l'impact, la diminution, enfin la façon dont on peut chiffrer cette diminution de la ressource en eau, ça c'est
encore assez incertain. De la même façon que pour les températures, c'est plus sensible, ça va être plus sensible à partir du milieu du siècle. Et donc, les estimations aujourd'hui sont, suivant les hypothèses qu'on fait sur les gaz à effet de serre, de moins 30 à moins 20, moins 32% de ressources en eau en moins. Et il y a certaines estimations qui vont jusqu'à moins de 50% pour la fin du siècle. Mais ça reste encore quelque chose qui est à affiner. Et donc, forcément, la diminution de cette ressource en eau globale va se répercuter sur les différents usages. Hein. Donc, tout utilise l'eau. Il y a l'agriculture, il y a l'hydroélectricité avec les barrages, il y a l'alimentation en eau potable, en particulier des grandes villes du littoral, il y a les loisirs, hein, avec tout ce qui est lié, tout ce qui est lié au tourisme, en particulier autour des lacs de barrage. Il y a l'utilisation industrielle. L'industrie utilise pas mal d'eau. Et puis aussi, avec la loi sur l'eau, le fait qu'il faut continuer à préserver la biodiversité des zones humides. Et donc, tous ces usages, ils vont forcément peut-être à un moment être en conflit. Et donc, ça sera l'objet de la troisième partie de la matinée. Je vous remercie de votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long. Merci beaucoup Yves, c'était très intéressant. Ça nous donne déjà une idée de comment les choses vont se dérouler sur le territoire de notre région. Du coup, maintenant, je voudrais passer la parole à Éric Sequet, qui va nous parler donc de l'étude R2D2, mais pas que. Monsieur Sequet, vous me dites si à un moment, il faudrait que je lance la présentation pour vous. Voilà, bonjour à tous. Donc oui, je vais vous faire un petit topo à la fois sur R2D2, puis un certain nombre d'autres éléments, puisque R2D2 commence à dater un petit peu, et évidemment la connaissance a progressé, où il y a des éléments un petit peu structurants qui peuvent, j'imagine, vous intéresser. Donc j'espère que j'arriverai à vous intéresser. Voilà, donc on va commencer simplement par un petit rappel qui a été un petit peu souligné par la présentation précédente. Hein. C'est que on a un certain nombre de processus qui vont être modifiés dus au changement climatique, hein, principalement l'augmentation des températures de l'air. Et puis derrière, il va y avoir un certain nombre d'autres conséquences comme la capacité accrue de l'atmosphère à contenir de l'eau et potentiellement à fournir des précipitations, parfois intenses, des processus d'évaporation qui vont être amplifiés et puis tout ce qui relève de la neige, des processus liés à la neige et à la glace qui vont être amplifiés. Donc voilà un petit peu pour les éléments physiques, mais il y a également des éléments, on va dire, plutôt anthropiques, hein, c'est-à-dire qui relèvent plutôt de la gestion et des aspects économiques, des constats qui sont faits sur l'augmentation des coûts économiques dus aux inondations dans un certain nombre de territoires dans le monde, hein, pas forcément qu'en France, mais en tout cas, il y a ce constat. Il y a également l'augmentation des restrictions d'eau. Hein, en France, via l'interface Propluvia, vous voyez la profusion de restrictions d'eau chaque année qui émerge, en tout cas pendant la période estivale. C'est rare qu'on y échappe. Donc voilà un petit peu ces éléments. Il y a ces deux éléments qui sont à intégrer, les aspects un peu physiques et les aspects un petit peu anthropiques. Et parfois les deux se mêlent, c'est-à-dire qu'on a des perceptions qui sont parfois biaisées du fait d'un impact fort ou une sensibilité forte à une variabilité du climat. Donc, pour ce qui est du relève du changement climatique, il y a évidemment des implications pour la gestion des risques, hein, notamment pour ce qui est des risques d'inondation. Il y a des implications pour la gestion de la ressource avec des conflits d'usage qui peuvent émerger. Bon, il y a un certain nombre d'instruments qui sont portés par l'Agence de l'eau qui essayent de modérer et d'anticiper ces conflits d'usage. Et puis, il y a toujours l'écosystème qu'on a parfois tendance à oublier, qui va être impacté avec des déphasages entre des cycles biologiques en crue, des accès réduits à des refuges pour les espèces aquatiques lorsqu'on est en étiage.
Donc, par rapport à la question du changement climatique, on a deux approches complémentaires qui sont mises en place, qui a été évoquée, la première partie, les observations et détection de tendances qui a été évoquée. Et puis, il y a la deuxième qui est ce qui relève plutôt des projections, des outils de simulation, où là, on essaye d'anticiper dans le futur une situation hydrologique ou climatique. Donc, les deux sont connectés, hein, quand nous, scientifiques, on regarde les deux, c'est-à-dire que on s'intéresse notamment à voir si nos outils de simulation sont capables de reproduire les tendances que l'on a observées dans le passé. Donc, c'est des éléments un petit peu de base pour donner confiance dans les outils numériques que l'on développe et la fiabilité que l'on donne aux résultats de ces outils de simulation. Donc, les deux approches sont pas antagonistes, elles se parlent et elles se nourrissent l'une et l'autre. Moi, je vais évidemment me concentrer, enfin évidemment, je vais principalement me concentrer sur les aspects de projection. Donc, en faisant notamment écho à l'étude qui a été réalisée, donc Export 2070, il y a bientôt 10 ans, qui est la première étude nationale qui a cherché à donner une image de la France en termes d'hydrologie et de climat à l'horizon 2070, enfin, un petit peu avant même, c'était 2045-2065, et dans lequel on a mobilisé la communauté du climat avec un certain nombre de scénarios de projections climatiques qui ont été utilisés, qui ont nourri des modèles hydrologiques et qui ensuite nous ont permis d'avoir une appréciation de l'évolution des débits, de certains débits caractéristiques relatifs à la gestion de l'eau à l'horizon 2046-2065. Donc l'idée ici, dans ce type d'études, c'est de bien caractériser l'hydrosystème qui va être soumis à des perturbations que l'on imagine en termes de climat, et grâce à une chaîne de modélisation qui, on a pu vérifier, reproduisait correctement le passé, qui nous donne confiance dans les résultats qu'elle donne sur le futur. Donc, dans ce cadre-là, c'était une étude qui intègre, alors, quand on a parlé tout à l'heure d'incertitude, la plupart du temps, un moyen d'apprécier cette incertitude, c'est de prendre des chaînes de modélisation multimodèles. On prend plusieurs projections climatiques, on prend plusieurs modèles hydrologiques, tout ça pour essayer de voir comment ça peut foisonner, chaque modèle ayant sa sensibilité propre, et rien n'est déterministe malheureusement dans le futur. Je vais commencer par un premier focus sur ce type d'étude un peu particulière. Alors, Yves a souligné le fait qu'on avait très peu d'informations sur les petits bassins versants. C'est un fait. Alors, le pourquoi, c'est parce qu'on a en général très peu de données hydrologiques, c'est-à-dire de stations hydrométriques qui mesurent ces cours d'eau. Et donc, de ce fait-là, on n'a pas de moyen de contrôle de contrôle de nos modèles que l'on met en place. Donc, on n'est pas toujours à l'aise d'aller dans ces tout petits bassins versants parce qu'on n'est pas tout à fait confiant malgré tout, malgré tous nos efforts, dans les modèles que l'on développe. Donc ici, vous avez en gros ce qui a été réalisé pour qualifier les risques d'intermittence à l'échelle régionale. Donc, on a cherché à se projeter dans le futur et savoir quel était ce risque dans les prochaines années. Donc pour cela, on a utilisé des données qui sont issues de l'Observatoire national des étiages, donc le réseau ONDE développé par l'ONEMA et depuis géré par l'OFB. Donc, ce sont des observations qui sont ponctuelles. Une fois par mois, il y a une observation sur un certain nombre de sites et on va qualifier l'état du cours d'eau, s'il y a de l'eau, s'il n'y a pas d'eau, si ça coule, si ça ne coule pas. Et donc, de cette information, on peut en déduire rapidement la proportion d'assec que l'on observe à un instant T à l'échelle d'une région, en rassemblant l'ensemble des observations disponibles. Et puis, si on veut aller plus loin et se rentrer dans un objectif de modélisation, on peut faire le lien entre cette proportion d'assec et les débits qui sont observés sur un certain nombre de stations hydrométriques. C'est ce qui est fait ici. Donc, on établit une sorte de formulation empirique qui fait ce lien entre les débits observés aux stations hydrométriques et la proportion d'assec. Donc ça, c'est un modèle que l'on cale dans le passé, et puis on va s'en servir dans le futur. Et au lieu d'utiliser des débits passés ici, ça va être des débits fournis par des projections climatiques digérées par des modèles hydrologiques. Et donc, de cette manière, on a une évolution des proportions d'assec à l'échelle d'une région.
C'est ce que je vous présente ici. Donc ici, vous avez 3 instants. Donc l'état actuel qui est à gauche, la période 2021 au milieu, 2021-2050 au milieu et 2071-2100 à droite. Donc ici, vous avez la proportion d'ASEC calculée de mai à octobre, puisque c'est la période pendant laquelle il y a principalement ces ASEC. Donc ce que l'on voit ici, avec des couleurs qui vont vers le rouge, c'est une intensification forcément de cette probabilité d'observer des ASEC à l'échelle d'une région. Donc on voit que la région méditerranéenne devient fortement rouge, donc on atteint les 40% sur la période de mai à octobre, tous scénarios confondus, climatiques. Le reste de la France est touché également. On a des contrastes qui apparaissent avec on va dire des zones de montagne relativement épargnées parce que sur ces secteurs, l'altitude étant ce qu'elle est, elle ne bouge pas, les phénomènes d'évapotranspiration et d'évaporation sont beaucoup moins importants que ce qui se passe en plaine. Et de ce fait-là, vous avez une intermittence qui est beaucoup plus forte sur les territoires de plaine. Donc, on a des changements qui ne sont pas uniformes et puis on voit qu'on sort du cadre, c'est-à-dire que la proportion d'ASEC, ici, sur la région méditerranéenne, elle n'a rien à voir avec ce qui a été observé auparavant. Donc, on est vraiment dans un fonctionnement qui est très, très différent. Si on va un peu plus dans le détail, je vais se passer assez rapidement, c'est les aspects saisonniers que vous observez. Donc ici, on a une année moyenne de janvier du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Donc ce que vous avez représenté en noir, c'est ce qui est observé actuellement. Et puis les traits épais que vous observez ici, c'est les évolutions prévues en fin de siècle, avec deux scénarios climatiques en 2.6 et 8.5 pour balayer un petit peu l'étendue des climats possibles. Donc on voit, ça ne fait que montrer à l'échelle saisonnière ce qui se passe, mais une augmentation très très significative, et on dépasse parfois 50% pendant la période estivale sur la région méditerranéenne. Je vais maintenant basculer sur R2D2 en introduisant le fait que la plupart des études qui ont été réalisées, c'est des études qui relèvent plutôt de l'hydrologie naturelle, hein, c'est-à-dire qu'on essaie d'imaginer la ressource naturelle du futur. Et l'ambition de R2D2 2050, ça a été d'inclure les actions humaines, c'est-à-dire représenter les actions de l'homme sur la ressource et de pouvoir qualifier un système dans son ensemble, c'est-à-dire comment il est capable de fonctionner sous changement climatique d'une part, mais également sous changement de trajectoire socio-économique du territoire. Donc, on a mobilisé des modèles hydrologiques, des modèles climatiques, et on a mis en place un certain nombre de modèles de gestion qui représentent les principaux usages sur le territoire. Donc, on a mis en œuvre ces éléments-là sur le territoire du Rance. Donc, en termes de résultats que l'on a pu obtenir, ce qui a été dit également précédemment, hein, c'est que le territoire était vraisemblablement à l'horizon 2050 soumis à des températures beaucoup plus élevées. Une incertitude qui est forte sur les précipitations. Et quand on mobilise les modèles hydrologiques, eh bien, on voit qu'on a une diminution des stocks de neige sur forcément les cours d'eau qui ont une influence nivale, une fonte avancée dans l'année qui induit une réduction des débits au printemps. Cette réduction se prolonge également pendant la période estivale. On a des étiages qui sont beaucoup plus importants que ce que l'on observe actuellement. Donc ça, c'est les éléments un peu physiques. Et en complément, nous avons construit des trajectoires socio-économiques contrastées avec le soutien des acteurs pour projeter le visage du territoire et le décliner en demande en eau. Donc, on a construit 5 scénarios spécifiques de ce territoire pour balayer une gamme également étendue des futurs en termes de demande en eau. Donc, qu'est-ce que l'on a obtenu à la fin? C'est que finalement, comme je viens de le dire, on a une diminution de la ressource en eau en période estivale. On a également une demande globale en eau qui va diminuer, alors ce qui était un résultat
assez surprenant pour nous, mais qui est dû à des hypothèses dans les scénarios socio-économiques, les trajectoires. C'est que toute la politique de soutien d'économie d'eau était toujours active, c'est-à-dire qu'on cherchait à faire toujours des économies d'eau. C'était dans les gènes d'une certaine manière, et ces gènes avaient une action jusqu'à 2050. Donc les deux diminuent, mais globalement, on a une pression accentuée, c'est-à-dire que la demande globale en eau n'est pas suffisante pour compenser d'une certaine manière la diminution de la ressource en eau. Donc vous avez en gros sur la partie droite ici, les volumes prélevés actuellement, et puis les volumes prélevés qu'on imagine à l'horizon 2050 avec un certain nombre de scénarios socio-économiques du territoire. Et comme je viens de le dire, vous voyez qu'il y a un différentiel qui apparaît et qui est dû, donc, comme je viens de le dire, à cette politique de lutte contre le gaspillage. Donc au final, quand on regarde tout ça à la loupe et qu'on regarde chacun des secteurs et le fonctionnement du système Durance, on a une satisfaction des demandes en eau en aval des ouvrages de la Durance, donc Serre-Ponçon et les ouvrages sur le Verdon. Satisfaction de ces demandes qui sont prioritaires. Par contre, dans nos modélisations, on a mis l'énergie comme moins prioritaire que les autres. Donc de ce fait, elle empathie, c'est-à-dire qu'on conserve l'eau pour les usages de type agriculture, également débit réservé, AEP, et il reste moins d'eau pour la production d'énergie, notamment pendant les périodes de pointe, pendant l'hiver. Et il y a également comment dire, le secteur touristique, avec le maintien notamment des codes touristiques, qui est plus délicat sur Serre-Ponçon dans certains des scénarios. Donc tout le monde n'en sort pas gagnant d'une certaine manière. Donc pour conclure sur le système Durance et son évolution en 2050, on a fait un exercice avec des modalités de gestion actuelles. Donc on n'a pas réfléchi, on n'a pas eu l'occasion de réfléchir à l'évolution de ces modes de gestion. On a pu identifier des tendances fortes, hein, des tendances sur les étiages, sur la fonte de la neige, qui incitent malgré tout à la poursuite des mesures sans regret. C'est-à-dire que la lutte du gaspillage de l'eau contre le gaspillage de l'eau, c'est quelque chose qui de toute façon sera bénéfique. Donc, un autre élément de conclusion, donc même si les réserves physiques en eau semblent suffisantes à l'horizon 2050, c'est-à-dire qu'on est capable de remplir les grands ouvrages de la Durance, on a des changements climatiques et socio-économiques qui vont modifier sensiblement la capacité à satisfaire les différents usages sur la Durance comme le Verdon. Donc, il faudra certainement trouver des voies de discussion pour parvenir à un nouvel équilibre. On a également des interrogations sur les territoires qui sont non sécurisés par le système Durance, qui pourraient être soumis à des restrictions d'usage plus fréquentes. Donc, un certain nombre d'interrogations, j'imagine, des opérationnels sur le territoire, de se raccorder à ce système Durance, parce que finalement, ils risquent d'être soumis à des restrictions, alors que leur voisin qui est sécurisé, beaucoup moins. Donc le message clé que l'on porte, hein, c'est que si on ne fait rien, la situation deviendra difficile à gérer. Voilà, c'est principalement ça notre message. Des éléments un petit peu de conclusion relatifs à la France et à l'impact du changement climatique. Si on prend du recul par rapport aux résultats des études, elles convergent toutes vers des tendances lourdes sur les étiages, avec des étiages estivaux qui sont plus sévères dans les secteurs de plaine, des étiages hivernaux moins sévères dans les secteurs de montagne, parce que vous avez moins d'eau sous forme de stock de neige. Les études d'impact s'accordent principalement sur le signe de la tendance, avec un effet proportionnel au caractère extrême du scénario d'évolution de la composition en GES. Donc plus vous modifiez le climat, plus vous aurez a priori un impact qui est fort, ce qui est à peu près logique. Malgré ces conclusions, on a toujours besoin d'avancer sur les connaissances en termes d'éléments d'observation, notamment pour les petits cours d'eau, en termes de modélisation, pour vraiment les rendre beaucoup plus robustes.
En termes d'adaptation, parce que c'est bien beau de faire de l'analyse d'impact, on a besoin d'agir. Il y a un vrai intérêt à progresser sur la notion de vulnérabilité des territoires, et de l'exprimer, d'arriver à l'exprimer et l'intégrer dans nos modélisations. Sur la Durance, si on regarde sensu stricto l'impact du changement climatique, on a un secteur qui est très hétérogène, avec des évolutions significatives probables, qui sont dues probables du fonctionnement des bassins versants de montagne, avec des processus hydrologiques liés à la neige qui vont être profondément modifiés. Et donc, forcément, il y a un impact non négligeable en termes de régime hydrologique à la fin. Je vais finir par des perspectives. Donc, il y a un certain nombre, comme je viens de le dire, d'éléments qui relèvent de la technique et de la science, qui est de l'amélioration des modèles, hein, avec en appui un certain nombre d'observations. Mais pour ce qui peut-être vous concerne un peu plus, c'est qu'on est conscient, nous scientifiques, d'un besoin de soutien en ingénierie de projet, hein, c'est-à-dire que certes on a de la connaissance, mais il faut la partager, et la manière de la partager n'est pas forcément évidente quand on traite le changement climatique. Donc je vous signale un projet qui existe, qui a démarré l'année dernière, qui s'appelle le projet LIFO et Climat, qui s'intéresse à ça, c'est-à-dire accompagner les acteurs, notamment dans les EPTB, à intégrer les réflexions autour du changement climatique dans un certain nombre de leurs actions. Il y a également une autre action qui va bientôt démarrer, qui est le projet Explore 2, qui s'inscrit comme une réactualisation de l'étude Explore 2070, qui va traiter l'ensemble du territoire français avec des outils et des projections qui sont actualisés. Et voilà, j'en ai fini avec mes propos. Merci beaucoup, Monsieur Sequet. En effet, c'était très complémentaire par rapport à la présentation de Yves. Et du coup, ça nous a donné un peu plus de détails sur quels effets des changements climatiques, auxquels effets on peut s'attendre sur notre territoire. Et du coup, maintenant, je vais poursuivre avec la présentation de Monsieur Grias. Alors, voilà, donc l'étude qui a été réalisée par la Tour du Valin et par la Maison régionale de l'eau portait sur la vulnérabilité des milieux aquatiques face au changement climatique, surtout sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette étude a été demandée par la région et soutenue financièrement par la région et par l'Agence de l'eau, dans l'objectif de faire le plan régional d'adaptation au changement climatique sur la ressource en eau. Donc, la Maison régionale de l'eau, l'équipe de la Maison régionale de l'eau a travaillé sur les impacts des changements climatiques sur les cours d'eau, et l'équipe de la Tour du Valin a travaillé sur les zones humides. Donc, l'objectif était d'intégrer les prévisions actuelles qui viennent des modèles scientifiques qui ont été développés, de les intégrer et de les recouper avec la biodiversité qui est présente dans les zones humides. Donc, niveau climat, je ne vais pas m'arrêter là-dessus puisque du coup, Yves et Eric ont fait déjà la présentation des évolutions du climat sur le territoire de notre région. Je veux juste souligner qu'en effet, nous sommes dans une région qui est très exposée au changement climatique et donc surtout en ce qui concerne l'augmentation des températures et l'augmentation de la fréquence des périodes de sécheresse et de la durée des sécheresses. En ce qui concerne les zones humides, donc les inventaires, cette étude s'est basée sur les inventaires des zones humides qui ont été réalisés sur le territoire de la région. Donc là, il faut également souligner que les données des Bouches-du-Rhône n'ont pas pu être intégrées
dans cette étude-là, puisque il y avait très peu de données, il y avait très peu des données d'inventaire qui auraient pu être utilisées. Donc, sur le reste du département, dans les zones humides dont le type on peut établir et on connaît, presque les 2/3, ce sont les zones humides alluviales, donc les plaines alluviales ou les bordures des cours d'eau. Et aussi, du coup, les chercheurs se sont rendus compte du fait que par rapport aux connaissances qu'on a actuellement en région sud, que ce soit sur le fonctionnement des zones humides ou également sur la biodiversité de ces zones humides, on avait un certain manque de connaissances. Donc notamment du point de vue de l'hydrologie, c'est-à-dire qu'on n'est pas de suivi précis des zones humides différentes. On ne sait pas exactement quand normalement aujourd'hui on a une montée d'eau dans une telle ou telle zone humide ou au contraire une baisse d'eau. Également les inventaires, alors on s'est basé sur les inventaires existants aujourd'hui, mais qui ne sont pas exhaustifs non plus et qui ne sont pas homogènes sur tout le territoire de la région sud. Donc, ce qui fait que pour cette étude, la Tour du Vala s'est basée sur les informations globales sur le fonctionnement des zones humides, sur les impacts du changement climatique sur les zones humides, et également sur les avis, sur les estimations des experts. Donc, les changements climatiques, tout ce qu'on vient de dire par rapport à la hausse des températures et les périodes de sécheresse, qu'est-ce que ça va apporter concrètement par rapport au fonctionnement, au régime hydrologique des zones humides? Ce serait la réduction de la période où il y a la montée d'eau, où il y a de l'eau dans la zone humide, accentuation des événements extrêmes, ce qui peut être les sécheresses ou les inondations. Forcément, la hausse de température va augmenter l'évapotranspiration, l'évaporation et l'évapotranspiration au niveau régional. Et également, ça va alterner l'état écologique des zones humides par l'élévation des températures, ce qui fait que sur la région, on peut s'attendre à une modification de fonctionnement d'un certain nombre de zones humides qui sont fonctionnelles aujourd'hui suite à ces changements climatiques. Donc, comme on a dit, les zones humides alluviales sont majoritairement présentes, en tout cas recensées sur le territoire de notre région et comme on va voir aussi sur le territoire de notre département. Donc, quand on parle des zones humides alluviales, il s'agit donc des plaines alluviales, des bords, des berges des rivières, des îlots dans les cours d'eau, mais également des prairies inondables, des bras morts, de la ripisylve, de la forêt alluviale, des annexes hydrauliques. Alors, je ne vais pas m'arrêter sur les fonctions des zones humides puisque ce sujet-là, on l'avait abordé précédemment, lors de notre journée technique précédente. Et juste pour montrer, sur le département des Alpes de Haute-Provence, sur environ 22 000 hectares de zones humides recensées, on est à environ 16 000 et demi d'hectares des zones humides alluviales qui sont les bordures de cours d'eau et les plaines alluviales. Donc, juste, je le souligne maintenant, puisque comme on le verra ensuite dans cette étude-là, on verra que les bordures de cours d'eau et les plaines alluviales sont souvent plus fortement impactées par les effets des changements climatiques sur la biodiversité. En tout cas, avec les données qu'on a aujourd'hui, qu'on a pu analyser aujourd'hui. Donc, quand on parle des changements climatiques, quelles réponses biologiques globalement sont attendues face à ces changements? Il y a un point qui est très important, c'est le glissement théorique des espèces vers le nord. Là, je pense également à l'intervention de Vincent Duru lors du comité de rivière de l'As
qui a eu lieu en février. Donc, il a également parlé de ce glissement des espèces vers le nord, qu'on parle des poissons ou des espèces des cours d'eau, mais également des espèces des zones humides. Donc, ça veut dire que si dans un lieu précis, on a des espèces qui affectionnent plutôt les températures fraîches et qu'on a une augmentation des températures de l'eau, les espèces vont essayer de migrer plus au nord ou plus en altitude pour pouvoir toujours vivre dans les conditions avec de l'eau fraîche. Mais cette mobilité, elle va être limitée d'un côté par la connectivité des milieux. Donc, pareil qu'il s'agisse des cours d'eau ou des zones humides, si on a la connectivité, si on a la trame verte et bleue en fait présente sur le territoire, les espèces pourront migrer. Par contre, si on a des habitats, des milieux qui sont très fragmentés, là, il y a un risque qui est très haut d'extinction des espèces, que ce soit les espèces en limite d'aire de répartition ou les espèces habitant présentes dans les habitats fragmentés. Et également, une autre grande tendance, forcément, c'est la modification des communautés, des écosystèmes vers les communautés plus adaptées au milieu sec, dans les conditions de la disponibilité en eau moindre à laquelle on peut s'attendre, et ou au moins les communautés moins hydromorphes. Et on peut également témoigner de la disparition du caractère humide de certains milieux. Donc, ce qui va nous amener à la réduction des réseaux trophiques en général et aussi, entre autres, au déclin des oiseaux d'eau. L'objectif de cette étude de la Tour du Vala a été de caractériser la vulnérabilité des zones humides. Alors, quand on parle de la vulnérabilité, il s'agit d'étudier la sensibilité. La sensibilité, c'est les caractéristiques d'un territoire donné qui le rendent plus ou moins fragile vis-à-vis d'une exposition donnée. L'exposition, ça correspond aux variations climatiques auxquelles le système va être exposé. Et en croisant ces deux paramètres-là, les chercheurs de la Tour du Vala ont pu définir la vulnérabilité des milieux, qui est le croisement entre l'exposition et la sensibilité. Et elle définit le dommage subi par un système et sa capacité à subir ce dommage. Donc, c'est-à-dire qu'en regardant les milieux, donc, on a pu définir les milieux qui vont être plus ou moins sensibles face au changement climatique, mais également les milieux qui seront plus ou moins exposés au changement climatique. Les effets des changements ne vont pas être observés de la même façon sur tous les milieux. Et du coup, c'est le croisement de ces deux paramètres-là qui nous permet d'établir la vulnérabilité. Donc ça, c'est juste pour vous donner une idée sur quoi les études se basaient. Pour les modèles climatiques, c'était surtout le modèle développé par Météo France qui a été utilisé. Et ça a été pris à l'horizon 2050. Et également, le scénario utilisé, c'était ce scénario, le fameux scénario, le moyen, où au moins on essaye, à travers les politiques publiques, la politique climatique, on essaie de stabiliser les émissions des concentrations en CO2. Donc, c'est le scénario RCP 4.5 qui a été utilisé en ce qui concerne l'exposition au changement climatique. Ensuite, pour les données sur les espèces, donc il y a eu l'approche espèces basée sur la flore, les odonates, les amphibiens et les oiseaux nicheurs. Pour ça, les bases de données de Silène ont été utilisées pour la partie flore et les bases de données faune-paca pour la partie faune. Et également l'approche milieu qui a été basée sur la vulnérabilité des différents types des zones humides. Du coup, ce que ça donne, déjà, en partant de ces 4 groupes qui ont été sélectionnés pour cette étude, niveau flore, donc ce qu'on peut voir, c'est que tout le bassin versant de la Durance va avoir un impact au moins
moyen sur la flore, enfin, pardon, la sensibilité au moins moyenne sur le critère flore. Donc, c'est un lien pour la partie flore, forcément, c'est un lien avec la dépendance des espèces, la dépendance à l'eau, le critère de menace des espèces, mais également la mobilité des espèces. Alors, d'habitude, on considère que les espèces, la flore a des capacités d'adaptation au changement, que ce soit par la migration ou par des modifications génétiques. Par contre, là, la vitesse à laquelle les changements vont se produire, très probablement, ça ne laissera pas le temps aux espèces de s'y adapter. Ensuite, indice Odonate, indice de sensibilité au changement climatique. On a également un impact au moins moyen sur une grande partie du bassin versant de la Durance. Alors, j'ai marqué sur les diapos les bassins versants de la Bléone et de l'As pour que nous, on puisse un peu plus nous situer sur la carte. Par contre, M. Grias ne voulait pas forcément faire de zoom très précis sur les bassins versants de la Bléone et de l'As, puisque cette étude, ces évaluations de la sensibilité, ça a quand même une corrélation avec la quantité des observations naturalistes qu'on a sur le territoire. Et sur le territoire de la Bléone et de l'As, on en a moins que dans certaines zones du littoral, ce qui fait que des fois, les données peuvent faire ressortir nos bassins versants avec un impact moins fort qu'il va réellement subir dans l'avenir, qui est en lien juste avec le manque d'observation et pas vraiment avec la faune ou la flore présente. Alors, ce qui est intéressant par rapport aux odonates, c'est qu'on voit que la sensibilité des zones humides pour les odonates est contrastée entre les milieux littoraux et les milieux alluviaux, les bordures des cours d'eau. Et ça peut être expliqué, entre autres, par le cycle de vie des espèces, c'est-à-dire que sur le littoral, les espèces, un certain nombre d'espèces ont un cycle de vie qui est plus court, ce qui est adapté à des conditions instables qu'il y a sur le littoral. Et par contre, au niveau des cours d'eau, on a des espèces de donates, de libellules, de demoiselles, qui vivent dans des conditions plus stables, donc par exemple dans des zones humides qui sont plus permanentes, et elles ont un cycle de développement généralement plus long. Et les espèces avec un cycle de développement plus long sont plus sensibles au changement climatique. Ensuite, au niveau des amphibiens, donc là, on voit aussi quelque chose qui est assez intéressant. On a l'indice de sensibilité qui est moins fort que ce qu'on a vu tout à l'heure pour les odonates et la flore. Donc, on est souvent entre très faible et faible. Et sur l'ensemble de la région PACA, il y a certaines zones avec l'impact plus fort, l'indice plus fort, mais il y en a beaucoup moins que pour les deux autres catégories. Alors, pour les amphibiens, il y a 3 raisons qui peuvent expliquer cette répartition sur la carte. Donc, d'un côté, c'est la mobilité de l'espèce. Ils ont une mobilité plus grande, donc dans les conditions où leur habitat, leur zone humide est menacée, ils ont de plus grandes chances de pouvoir migrer ailleurs. Ensuite, il y a aussi un autre paramètre, dans les milieux tempérés, l'augmentation des températures peut permettre à certaines espèces une augmentation du métabolisme et de la vitesse de développement des larves. Mais il s'agit vraiment que des milieux tempérés. Ça veut dire qu'une certaine augmentation de température, jusqu'à un certain niveau, ça peut leur permettre de se développer plus vite et du coup de résister un peu mieux au début au changement climatique. Mais si on observe l'augmentation de température qui se poursuit, à un moment, on va arriver à la limite haute de leur capacité d'adaptation. Et là, ensuite, on va observer des impacts très forts sur leur population. Et également aussi, par rapport aux amphibiens,
c'est toujours en lien avec les informations, les données des inventaires scientifiques disponibles dont on possède, qu'on possède, et qui ne sont pas toujours exhaustifs, voire sur certains territoires qui sont absents. Ensuite, on a la sensibilité par rapport aux oiseaux nicheurs. Donc là, on voit tout de suite sur notre région la Camargue qui ressort, et du coup le reste du territoire qui paraît être moins impacté par les changements climatiques du point de vue des oiseaux nicheurs. Donc on a globalement la sensibilité moyenne à forte sur le littoral et les cours d'eau principaux comme la Durance, et plutôt une sensibilité faible à très faible en montagne. Par contre, la sensibilité des oiseaux, elle est très fortement comparable à la carte de densité des observations, ce qui était un peu moins le cas pour les autres groupes. Et par exemple, les grandes zones humides du littoral concentrent beaucoup plus d'espèces et de grands effectifs d'oiseaux, ce qui attire de nombreux observateurs et ce qui fait ressortir des milieux comme la Camargue en tant que très sensibles. Mais on voit quand même que déjà sur la Bléone et sur l'As, même par rapport aux oiseaux nicheurs, on aura un impact au moins faible, mais en gardant en tête ce manque d'observation et manque de données, on peut supposer que l'impact réel, l'impact final sera plus important. Donc, la Tour du Vala a fait également la synthèse des indices de sensibilité de ces 4 groupes pour pouvoir voir la sensibilité globale par bassin versant face de la biodiversité face au changement climatique. Et du coup, la sensibilité globale fait ressortir surtout les zones humides littorales et les grandes rivières. Alors, les zones humides liées à l'As et la haute et moyenne Durance ne ressortent pas toujours comme très fortement sensibles au changement climatique. Par contre, on suppose aussi que la prise en compte des poissons et des invertébrés aquatiques, ce qui n'a pas été le cas dans le cadre de cette étude-là, mais si on les prend en compte pour les bassins versants de la Bléone et de l'As, ça peut les faire ressortir encore plus fortement impactés par les changements climatiques. Alors, et donc ensuite, je ne vais pas rentrer dans les détails, juste comme on a dit, en croisant l'exposition, donc l'exposition où on prend en compte l'augmentation de la température et l'augmentation de la sécheresse, en la croisant avec la sensibilité des territoires par rapport aux 4 groupes de faune et de flore qui ont été choisis, on obtient la vulnérabilité des territoires. Et également en regardant la vulnérabilité par les bassins versants, donc déjà on voit que les bassins versants de la Bléone et de l'As se situent en zone de forte vulnérabilité face au changement climatique, même en prenant en compte un certain manque de données et d'observations sur ces zones-là. Aussi, ce qui a été remarqué, c'est que en fait, sur notre région, la partie nord-ouest de la région va surtout être sensible à l'augmentation des températures, et la partie sud-est, ce serait surtout la sensibilité par rapport à la sécheresse. Donc ça, c'est quelque chose qu'on remarque déjà sur les bassins versants déficitaires, comme ça peut être l'As ou l'Aiguille sur les bassins versants de la Bléone. L'ensemble de la moyenne Durance correspond aux zones humides les plus vulnérables au changement climatique par rapport aux températures. Et ce sont surtout les zones humides alluviales. Donc, c'est ce qu'on a dit en tout début, les bordures de cours d'eau et les plaines alluviales qui sont les plus concernées par cette très forte vulnérabilité. Donc, pour conclure, il y a plusieurs choses qui ressortaient de cette étude. Avant tout, donc on sait que aujourd'hui, on constate l'érosion de la biodiversité, la chute de la biodiversité. Et donc, à ce constat déjà existant aujourd'hui, vont se rajouter ces prévisions sur les impacts des changements climatiques qui vont impacter la biodiversité d'autant plus.
surtout quand on parle de la biodiversité des zones humides. Les zones humides des bordures des cours d'eau et les plaines alluviales ont majoritairement une forte vulnérabilité face au changement climatique. Les espèces en limite d'aire de répartition ou qui peuplent des habitats fortement fragmentés sont particulièrement vulnérables car elles ont une mobilité très réduite, elles ne peuvent pas migrer, donc et peuvent subir le risque d'extinction. La rapidité des changements pourrait être supérieure à la capacité des espèces de s'y adapter par la migration ou par des changements génétiques, ce qui également augmente le risque d'extinction des espèces. Également, ce qui a été observé, c'est que les espèces longévives, donc en lien avec la durée de leur cycle de vie, ou les espèces rares, dont les populations sont généralement plus faibles, seront les plus touchées. Et ce sont les espèces généralistes qui pourront très probablement s'adapter mieux, mieux survivre à ces effets, à ces impacts des changements climatiques. Donc, plus l'espèce est rare, plus l'espèce est déjà en danger aujourd'hui, plus il y a de forts risques de la perdre suite aux impacts des changements climatiques. Ensuite, les régions de montagne où la fragmentation des habitats est bien présente et souvent sous-estimée, peuvent être parmi les régions les plus touchées, avec une très forte proportion des espèces qui risquent de perdre l'intégralité de leur habitat d'ici 2080. Sont également les réseaux trophiques et le fonctionnement des zones humides qui risquent d'être fortement vulnérabilisés. Et cette tendance peut être aggravée par les activités humaines potentiellement croissantes. Et également, et ça, monsieur Grias voulait surtout souligner ce point, c'est qu'il est très important d'améliorer notre connaissance, que ce soit la connaissance du fonctionnement des zones humides ou les inventaires de la biodiversité. Il est très important d'améliorer les connaissances qu'on a sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes des zones humides de notre région. Et pour ça, il serait très bénéfique d'avoir un réseau des sites, au moins dans les espaces protégés, qui serait régulièrement suivi pour obtenir des données sur le fonctionnement hydrologique des zones humides et pour avoir plus de données sur la biodiversité des zones humides, puisque ces informations-là nous permettraient non seulement d'améliorer notre connaissance, mais également d'améliorer les prévisions, les projections qu'on peut avoir et de mieux déjà prévoir les effets des changements climatiques pour ensuite essayer de les anticiper. Et donc, dans le plan régional d'adaptation au changement climatique, il y a également eu des conseils, des mesures d'adaptation à court moyen terme qui parlaient surtout qui portait surtout sur le fait de retenir l'eau dans les territoires. Et là, on revient entre autres sur la désimperméabilisation des territoires, la recharge des nappes. Donc là, ce sont les documents d'urbanisme qui peuvent avoir un grand impact là-dessus. Donc pour qu'il y ait de l'eau dans les territoires. Ensuite, le travail sur les économies d'eau. Donc là, il parle de chasser le gaspillage, mais en vrai, on peut parler des économies d'eau à tous les niveaux par rapport à tous les usages d'eau qu'on peut avoir. Et aussi la restauration du bon fonctionnement des cours d'eau, des zones humides, pour les laisser à nouveau, surtout les zones humides, pour les laisser fonctionner en tant que vraies éponges naturelles pour retenir l'eau et pour atténuer les effets des changements climatiques. Voilà. Ça, c'était du coup la présentation de l'étude réalisée par la Tour du Valat sur la biodiversité des zones humides. Donc, je comprends que voilà, ça peut paraître un peu moins satisfaisant par rapport au manque de données, mais c'est forcément un point à améliorer, à approfondir.
Et du coup, je passe la parole à Pierre Gottardi pour faire la conclusion et pour parler de l'importance de la gestion commune de l'eau sur un territoire pour anticiper les effets des changements climatiques. Merci Lisa. J'ai ouvert, oui, j'ai ouvert. Juste une toute petite question. Enfin, est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions? Si on pouvait poser une ou deux questions, peut-être parmi les participants, parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites qui sont très, très intéressantes. Et donc, il y a peut-être que quelques précisions qui pourraient être demandées, que les experts qui sont encore là pourraient apporter peut-être aux participants. Il n'y a pas de main qui se lève. Bon. Moi, j'ai noté une chose que vient de dire Lisa qui est importante, c'est effectivement c'est la collecte des données, quoi. On s'aperçoit effectivement tous les modèles qui sont mis en place, enfin Eric Sauquet l'a dit aussi tout à l'heure, tout ça, ça repose sur effectivement la connaissance. Et quand on n'a pas de données ou très très peu de données sur les milieux, on a beaucoup de mal à faire des projections ensuite, quoi. Voilà. Donc, c'est quand même. Donc, du coup, d'où l'importance d'avoir dans les bassins versants, enfin là, j'y reviendrai plus tard, mais des structures de gestion qui peuvent effectivement au quotidien collationner et collecter et concaténer les données qui peuvent apparaître. Et d'où l'importance aussi des bases de données comme Silène qui concatènent en principe ce qui est dans les études d'impact à l'échelle régionale, voire nationale. Si je peux intervenir 2 secondes, il y a également tout ce qui est sciences participatives. Je pense qu'on a beaucoup, il y a beaucoup ces éléments-là qu'il faudrait arriver à mobiliser parce que c'est un moyen également de mettre l'attention sur certains processus ou autres, en tout cas, de mobiliser les populations et les citoyens sur un certain nombre d'éléments clés. Eux, ils peuvent observer et nous, on peut s'en servir d'une certaine manière, comme vous venez de le dire, dans les modèles, notamment pour les assèchements. Il y a une application qui s'appelle Crowdwater et dans lequel tout citoyen qui se balade le long d'un cours d'eau est capable de dire, de la même façon que les collègues de l'OFB, de dire, voilà, dans le cours d'eau, il y a de l'eau ou il n'y a pas d'eau. Et déjà, ça, c'est super intéressant pour nous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter. Non, je partage entièrement votre point de vue sur la participation citoyenne. Est-ce qu'il y a d'autres questions, précisions ou autres qui seraient… Non, il n'y a personne qui… Non. Qui se manifeste. Bon, moi, je vais essayer de conclure tout ce qui a été dit. Là, c'est des choses très, très intéressantes et enfin, moi, je me régale, mais bon, ce n'est pas forcément optimiste comme vision à long terme. Enfin, passons. Donc, on est sur le bassin versant, enfin, on est sur le syndicat de la Bléone avec les 3 bassins versants qui constituent cette structure aujourd'hui, donc la Blanche, la Bléone et l'As. On voit déjà, enfin pour moi qui suis là depuis quand même un certain nombre d'années, on voit quand même les évolutions sur ces 3 bassins. Alors, à des degrés divers, puisque bon, la Blanche est une rivière essentiellement montagnarde, donc qui coule dans un bassin versant a priori habituellement enneigé. La Bléone qui fait un peu la transition, parce qu'elle a une partie montagneuse et une partie qui l'est beaucoup moins. Et puis, on voit aussi l'évolution sur l'As, qui est une rivière qui est déjà, elle, aujourd'hui, impactée largement par le déficit neigeux, déficit qui se traduit sur la ressource en eau estivale, quoi. Voilà. Donc, on voit bien que, comment dire, enfin, ces bassins, ils ont un certain nombre d'atouts, puisque bon, on a quand même une population relativement faible au regard des volumes d'eau qui sont disponibles aujourd'hui, donc on n'a pas encore de confrontation majeure au niveau des usages, sauf sur l'As où on est dans une situation difficile du fait de ce déficit neigeux. Bon, on a une structure de gestion à l'échelle de ces 3 bassins qui est ancienne, même si sur la Blanche, elle démarre tranquillement ses actions, l'acquisition de la connaissance, etc. On a une vraie équipe avec des savoir-faire, etc. Et puis, on a déjà des lieux où les gens, les différents collèges se parlent, c'est le comité de rivière, puisque bon, on a quand même un historique derrière. Le syndicat de la Bléone existe depuis 1960 ou 66, si ma mémoire est bonne. Donc, on a quand même des lieux où les gens se parlent, quoi. Et c'est vrai qu'il y a aussi un certain nombre d'études qui ont été portées depuis, au cours des années, le schéma de gestion de la Bléone, les études qui ont été faites sur l'As, les études de volume prélevable. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui existent, des données humaines, économiques, environnementales, etc. Mais bon, tout ce qu'on vient de voir dans les exposés milite quand même pour le fait qu'on a des menaces
sur ces territoires, puisque bon, on voit que l'augmentation des températures, elle se traduit aujourd'hui par une remontée du manteau neigeux. Enfin, moi, je l'ai vu augmenter et remonter aux alentours de 1500 mètres maintenant, alors qu'avant, on l'avait à Digne, à 700 mètres. On a aussi comment dire, des précipitations qui diminuent, puisque bon, on a quand même constaté qu'on avait perdu en 30 ans entre 100 et 150 mm d'eau sur le département, donc c'est loin d'être négligeable par rapport à 750 en moyenne. On a quelque part aussi une augmentation des populations soit sédentaires, donc les villes se développent, enfin, je pense à Manosque, Digne et d'autres agglomérations dans le département, enfin DLVA etc. Et donc, on va avoir des besoins complémentaires en matière d'eau potable, mais aussi on a toutes les populations saisonnières, puisque bon, les zones rurales aujourd'hui comment servent de refuge, entre guillemets, hein, sous ça, avec des guillemets, aux gens qui sont exposés à des zones beaucoup plus chaudes. Je pense qu'à la côte notamment, où donc on a effectivement une migration estivale des gens vers la fraîcheur, ce qui est tout à fait logique, hein, et puis vers le bassin notamment de Serre-Ponçon qui attire beaucoup de population. Et donc du coup, on a des besoins d'eau potable en plein été, et puis on a aussi quelque part un développement de l'eau ludique. Alors on ne l'a pas cité, mais bon, les piscines individuelles, c'est quand même des besoins qui sont négligeables et qui, dans certains cas, peut poser quelques soucis sur les communes où il y a très, très peu d'eau, quoi. Et puis, on a donc des menaces, c'est sur les… Là, je quitte le côté, comment dire, activité humaine, mais vers l'agriculture, où on a effectivement aujourd'hui une évolution. Et là, ce n'est pas les espèces qui migrent, mais c'est les agriculteurs qui font migrer les cultures vers des zones où elles sont sécurisées. Enfin, je pense notamment au lavandin, où on voit apparaître aujourd'hui des plantations de lavandin, pas loin des ressources en eau disponibles, donc vers les canaux d'irrigation ou les réseaux sous pression, parce qu'effectivement, l'augmentation des températures estivales fait que lors notamment quand ils distillent les fleurs de lavandin, s'ils n'ont pas un peu d'eau pour les rebooster derrière, on a de la mortalité importante, quoi. Et puis, on est sur un tissu agricole qui est très fragile, hein. La grosse filière chez nous, c'est la filière ovine, donc qui nécessite quand même du fourrage. Et pour avoir du fourrage, quand on n'a pas d'eau, c'est compliqué. Donc, on a quelques grandes cultures, mais c'est quand même bien le système ovin qui est dominant. Et là où on est uniquement au sec, c'est quand même pas évident. Et du coup, on voit apparaître, enfin, on voit ça dans les lieux, on voit apparaître des cultures de plantes qu'on ne voyait pas avant, notamment le sorgho fourragé, le sorgho qui est quand même une plante qui vient plutôt du sud. Donc, c'est symptomatique. Bon, qu'il y a effectivement à la fois une adaptation des cultures, mais aussi une adaptation des pratiques pour pouvoir suppléer le manque d'eau, quoi. Et puis, il faudrait quand même rappeler que les trois bassins versants qui composent l'entité SMAB, comment c'est un bassin qui est intégré ce sont des bassins qui sont intégrés dans le bassin de la Durance, où l'eau est comptée, et quand on va commencer à avoir des tensions sur la ressource, la pression réglementaire va forcément se faire plus pressante, puisque bon, on est censé laisser des débits réservés dans les cours d'eau, et ces débits réservés, ils servent à alimenter la Durance en étiage l'été. Et donc, effectivement, on voit bien que tout ça milite pour qu'on ait une gestion de plus en plus précise, de plus en plus comptable de l'eau qui est utilisée, quels que soient les usages, hein, comment dire, qui sont bien, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'eau potable, que ce soit l'eau industrielle. Enfin bon, tout ça milite pour qu'on ait une vraie gestion beaucoup plus transparente de la ressource qu'elle ne l'est peut-être pas aujourd'hui. Enfin, on peut l'imaginer. Voilà. Alors, j'avais listé effectivement des problèmes, comment dire, à résoudre. Aujourd'hui, des conflits, comment dire, liés aux usages sur la ressource en eau. On a un gros problème qui est le bassin de glace, où effectivement, ça fait déjà peut-être 10 ans qu'on travaille avec une étude volume préalable à trouver des solutions d'économie, voire des solutions de substitution. Bon, le contexte est compliqué. Bon, il y a des gens qui travaillent de manière assez collégiale, et bon, ça fonctionne assez bien avec le comité de pilotage de ces études volume prélevables. On a sur le bassin de la Bléone, on a un déséquilibre sur les duits qui est manifeste, puisque les duits sont considérés comme un bassin déficitaire. Et donc là, on a des actions difficiles à trouver, mais compte tenu du caractère un petit peu compliqué de la rivière. Donc là, il y a quelques petites actions à mener. Et par contre, sur la Bléone, à part la Bléone centrale, où on pourrait faire un peu des économies pour conforter le débit réservé, pour le moment, on n'a pas trop de conflits d'usage par rapport
au volume d'eau disponible. Sur la Blanche, pour le moment, on n'a pas trop de problèmes. Il pourrait peut-être survenir dans les années des conflits d'usage entre de l'eau potable qui finalement sert à beaucoup d'autres choses que l'eau potable, et notamment la neige artificielle. Et là, peut-être que dans les années qui viennent, du fait de la remontée du manteau neigeux, on pourrait peut-être voir arriver quelques petits soucis sur la Blanche. Voilà. Mais bon, en même temps, on est un bassin où, comment dire, on n'est pas tout à fait démunis, puisque, comme je l'ai dit, on a un lieu qui s'appelle le syndicat de l'As et d'Abléone. Hein, ce syndicat, il existe depuis longtemps, donc les gens ont l'habitude de se parler, il y a des salles de réunion, et puis il y a une instance, donc le comité de rivière, qui peut après se démultiplier sous format de comité de pilotage spécifique ou sous forme de groupe de travail déconcentré. Il y a de la connaissance qui a été acquise, mais bon, il y en a toujours à mettre. Mais en place, on a déjà pas mal de données qui existent. Et puis, on a des moyens techniques, puisqu'aujourd'hui, bon, je ne veux pas faire rougir Caroline qui écoute, mais bon, on a quand même une équipe du syndicat qui est compétente, qui est musclée, qui sont motivés et qui sont disponibles donc pour les élus et pour porter tout ça, quoi. Et c'est vrai qu'ils ne s'ennuient pas, ils travaillent énormément, mais c'est par rapport à d'autres bassins versants qui n'ont pas ce type de structure aussi expérimentée, ils ont quand même, c'est quand même un plus, quoi. Voilà. Et du coup, moi, je suis partisan du fait qu'il faut anticiper et qu'il ne faut pas attendre que les événements dramatiques nous rattrapent. Et je pense que ça passe d'abord par la collégialité. Et là, je rejoins un petit peu ce que disait M. Soka à l'instant, c'est qu'il faut qu'on ait une participation des gens aux réflexions, alors sous forme de collèges du type Grenelle, sous forme de ce que fait aujourd'hui l'ISA, c'est-à-dire de faire des conférences, d'essayer d'attirer les gens pour leur donner des renseignements. Enfin, moi, j'estime que ce qu'on a entendu aujourd'hui, il faudrait que ça soit dessus par tout le monde, parce qu'il y a des gens qui, même des élus, enfin, c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus qui soient là pour écouter, parce que quand on est face à ces données que vous affichez, enfin, moi, ça me prend aux tripes, hein, je vous le dis franchement, dans 2050, cet état-là, moi, je trouve ça un peu bouleversant quand même. Voilà. Et donc, je pense que ça serait intéressant de pouvoir justement remettre de la collégialité, diffuser l'information au niveau des populations. Ça, je pense qu'il faut le faire. Après, il faudrait qu'on arrive à regrouper les acteurs au sein de groupes de réflexion quand on a un problème quelque part. Il ne faut pas attendre que ça descende de Paris. Il n'y arrivera jamais rien. Ou alors des salaires qui sont là. Il faudrait que les gens se mettent autour de la table. Sur la Blanche, là, c'est ce qu'on a fait avec les études de volume prévalable. Bon, la méthode aurait peut-être pu être améliorée en ayant beaucoup plus de gens autour de la table. On a travaillé surtout avec les agriculteurs qui sont les plus impactés. Je pense qu'on a pu faire mieux. Mais bon, c'est quand même déjà mieux que rien. Et je pense que dans chaque fois qu'il y a un problème, si on peut le mettre sur la table, comme on dit, le pacifier, c'est-à-dire éviter les conflits d'usage entre individus ou entre différents usagers, essayer de le poser, de l'objectiver, puis après, une fois qu'on a objectivé, on peut trouver des solutions. Enfin, moi, j'ai en tête la référence du parc du Verdon, mettre en place la clé du Verdon pour travailler. On a mis 12 ans pour sortir un sage. Aujourd'hui, l'ambiance entre les usagers, même s'il y a quelques montées d'humeur de temps en temps, la testostérone étant un produit violent, on a quand même des lieux où on peut discuter et on peut mettre sur la table les problèmes et puis trouver des solutions. Après, quand on a déjà accepté de discuter et de réfléchir, on a déjà fait la moitié du chemin. Voilà. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à partager la connaissance aujourd'hui vers l'ensemble des acteurs. Hein. Et puis après, il faut regarder de près les problèmes qui peuvent survenir. Donc, dans certains cas, des conflits locaux, c'est des fois des conflits entre une ou deux personnes mal intentionnées. Alors après, quand on a des équipes plus importantes, effectivement, il faut réfléchir, trouver des solutions, voir comment on peut les afficher. Et puis, il serait intéressant que le sage Durand se sorte pour qu'on puisse avoir une vision un petit peu plus large de la ressource à échelle régionale et puis de voir un petit peu les objectifs que tout le monde se fixe dans ce cadre un peu plus général, puisque bon, l'eau de la Bléone et l'eau de l'As, elles alimentent la Durance en été. Qu'est-ce que les autres en font? On a quand même le droit de le savoir. Moi, je milite pour une gestion pas totalement transparente de la ressource en eau. Hein. Peut-être que je ne suis pas au bon endroit, mais voilà. Et si on a des objectifs qui sont affichés par bassin versant pour une raison ou pour une autre entre les différents bassins du bassin d'Abléone, eh bien, effectivement, ça peut se discuter et puis on peut voir dans quelle mesure c'est réalisable et puis comment on peut aussi mobiliser les aspects financiers. Enfin, moi, je pense à des choses toutes bêtes.
comment dire, dans certains cas, les agriculteurs veulent faire du goutte à goutte sur leur pommier ou faire de l'arrosage sous frondaison, qui sont des systèmes très économiques. Ils ont besoin du quadrillage total, donc l'arrosage par-dessus pour la lutte antigel. Personne aujourd'hui, parmi les financeurs, ne peut financer ces systèmes économes parce que ce n'est pas du collectif. Alors, or, il me semble que sur un réseau collectif, si tout le monde se met au goutte à goutte, c'est une action collective. Mais bon, donc voilà. Et du coup, on n'arrive pas à faire évoluer ce type d'arrosage qui, en plus, fait de notables économies en matière de produits phytosanitaires, parce qu'effectivement, personne ne veut payer. Alors, bon, voilà. Et il me semble qu'il faudrait quand même qu'on arrive à réfléchir avec les hommes politiques et les élus, effectivement, au niveau départemental, régional, voire plus haut, pour qu'effectivement, dans certains cas, les finances suivent les projets et les propositions et non pas toujours baser tout sur la règle intangible. Les règles, elles changent. La preuve, on nous change plein de choses tous les jours. Voilà. Et il y a une autre chose aussi qui va apparaître sur les bassins, c'est comment on traite les nouvelles demandes. Et ça, on en a Caroline m'a évoqué un projet l'autre jour. Effectivement, dans un cadre de ressources qui se restreint, dans un cadre, je pense sur l'As, ou je pense sur la Bléone ou la Blanche, demain, s'il y a un très gros projet qui sort, si on est déjà tendu sur l'équilibre, comment on fait pour intégrer ces gens dans la collectivité des préleveurs et voilà, et comment on peut trouver des solutions collectives, sachant que dans les bassins qui sont classés en zone de répartition des eaux, en ZRE, en principe, on ne peut pas accepter de nouveaux préleveurs si on n'a pas fait des économies qui permettent de l'alimenter. Donc, on revient à la gestion collégiale, à la notion de gestion collective, etc. Et puis, je crois que, comment dire, dans les solutions, quand on réfléchit, et c'est beaucoup plus facile quand on est apaisé, il faut explorer toutes les solutions. Il ne faut pas se brider l'esprit en disant, mais ça, ce n'est pas possible. Tout est possible à condition que les autres paramètres soient remplis. Donc, si on doit dire, je ne sais pas, dans un bassin versant, il faut changer totalement le mode de culture, eh ben, on dit, on explore, et puis derrière, on décline en scénario, puis derrière, on voit qui peut financer et comment c'est accepté. Il ne faut pas dire, non, ça c'est intouchable. On voit, enfin, je pense à des systèmes par rapport, je pense au loup, mais je ne veux pas mettre ça sur la table, c'est un dossier qui est trop chaud, mais on voit bien que même dans des conditions difficiles, les gens arrivent à trouver des moyens, arrivent à trouver des solutions, arrivent à s'adapter. Et donc, par rapport au changement climatique, je pense qu'effectivement, il faut vraiment se poser toutes les questions et explorer toutes les solutions possibles. Et puis, quelque part, je pense qu'il faut que, comment dire, l'ensemble des financeurs, que ce soit l'agent de l'eau, les régions, etc., accompagnent ces démarches et que l'État, qui est gestionnaire des droits d'eau, soit aussi ait un œil sur ces affaires-là, mais en ayant un esprit ouvert, en disant toutes les solutions peuvent être éventuellement mises en œuvre. Il ne faut pas être bloqué. Moi, je repense à la notion de débit biologique. Quand on a commencé à travailler sur les débits, sur les études volume prélevable, on a travaillé sur le Jabron. Le débit biologique que nous affichait l'étude des milieux donnait 600 litres seconde. 600 litres seconde, on ne les a jamais l'été, sur le Jabron. Et pourtant, des barbeaux fluviatiles, qui étaient l'espèce repère, il y en a partout. Bon. Donc, on a dit, à l'époque, c'était l'AFV, maintenant c'est l'OV, on a dit, c'est pas possible que de mettre 600 litres seconde, sinon ça veut dire qu'il faut supprimer toute l'irrigation du bassin versant, il faut supprimer tous les prélèvements d'eau potable. On ne peut pas enlever la population du Jabron pour faire plaisir Voilà, moi je suis un peu brut de décoffrage. Voilà. Et donc, du coup, on a réfléchi à autre chose et on s'est intéressé au cycle biologique du poisson, donc le barbeau. Le barbeau, il fraye entre mars-avril. Et au moment de la fonte des neiges, ce qui paraît logique, puisque c'est là où il y a le plus d'eau. Et donc, au mois de mars-avril, il se promène, il fait sa fraye, enfin voilà, il se déplace, il fait ce qu'il faut. Mais au mois de juillet, les barbeaux, ils sont dans les trous et ils sont en stand-by, ils attendent les crues d'automne. Donc, du coup, ça a fait changer l'approche. Et on n'a plus appelé ça un débit biologique, mais on appelait ça un débit biologique de survie, qui permet aux espèces de vivre, mais pas forcément de se déplacer comme elles voudraient lors de la fraie. Et puis finalement, on est arrivé à un consensus, qui était ce qu'il est, entre donc les gens qui s'occupent des espèces piscicoles et les bureaux d'études. On est arrivé à trouver un moyen terme pour dire, là, effectivement, c'est acceptable et ça nous permet effectivement de conserver un certain volume pour l'irrigation, puisque les gens vivent de ça dans ce bassin versant. On ne peut pas faire ça. Voilà. Et donc, je pense qu'effectivement, il faut avoir de l'imagination. Il faut qu'effectivement, les services de l'État qui font de la police, donc j'en ai fait pendant 20 ans, alors je me mets dans le bac, mais il faut qu'on soit assez souple pour imaginer des choses et qu'on ait peut-être des approches dans certains cas un peu différentes par rapport à tout ça. Voilà. Donc,
collectif, collégial. Merci. Merci beaucoup, Pierre, pour cette conclusion. Je pense qu'en effet, Je c'est… suis un peu long, hein. Non, mais enfin, c'est tellement vrai et je pense qu'en effet aussi, c'est la clé de la gestion de la ressource en eau. On sait que ça va changer, on sait que les bassins versants qui sont en équilibre aujourd'hui risquent de basculer vers les bassins versants en déséquilibre. Et en effet, si on arrive à anticiper ces changements et s'y adapter avant que ça n'arrive, avant qu'on n'ait pas encore de tension, de pression trop forte, quand on peut discuter dans un climat plutôt apaisé, ça peut être bénéfique pour tout le monde et je pense que c'est ça qui peut rendre toutes nos activités plus durables sur du long terme. Est-ce qu'entre-temps, il y a eu des questions que les participants voudraient poser Alors, oui, Madame Voller. Oui, donc moi je suis élue à la ville de Digne et nous n'avons pas parlé de tous les canaux d'irrigation qui sont gérés par les associations, par des associations de particuliers en général, et sur lesquels on commence à trouver des tensions pour la mise en eau parce que il y a eu des crues à la Bléone notamment et ça a emporté des prises d'eau, etc. Et là, on commence à sentir que ça pose souci. Alors, est-ce qu'on a une idée de l'avenir? Est-ce que l'Agence pour l'eau va demander à ce qu'elle soit régie autrement? Est-ce que ça va disparaître? Voilà, c'était mon interrogation. Du coup, excusez-moi, oui, les problèmes dont vous parlez, c'est surtout, enfin, on a été informé là, c'est par rapport à des problèmes de mise en eau liés à des crues de la Bléone qui auraient emporté les merlons. Donc ça, enfin, Monsieur Gottardi, vous devez mieux savoir que moi, mais c'est un problème qui est récurrent hein, sur ce type de prise d'eau. Je ne pense pas que le problème vienne d'un manque d'eau pour le coup. Enfin, vous me trompez si je m'arrête. Enfin, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, mais est-ce que ce qui a été relevé, c'est un problème de manque d'eau, même canal, même si la prise d'eau est, il n'y a pas de canal? Non, mais c'est plus la continuité de cette façon de fonctionner qui semble devenir compliquée et qui risque à terme d'être supprimée pour les usagers qui en bénéficient. Alors, si je peux me permettre d'apporter quelques précisions, les canaux en question, ils sont gérés par des structures qui s'appellent des associations syndicales de propriétaires, hein, donc qui ont une autonomie administrative et financière. Donc, ces structures, elles sont responsables de la gestion de leurs ouvrages et en principe, enfin sur Digne, ça j'en suis sûr, parce que je peux mettre ma main à couper, elles ont toutes une autorisation qui a été délivrée par le préfet hein, pour dériver l'eau. Et dans l'arrêté d'autorisation, il y a les conditions de remise en eau, c'est-à-dire que quand pour la première remise en eau, il faut qu'ils voient avec les gens de l'OFB pour encadrer sur le plan technique hein, comment la mise en eau. Mais une fois que cette remise en eau elle a été faite la première fois, les autres fois, quand il y a une crue, comme ça s'est passé il n'y a pas longtemps, l'ASA peut remettre en eau, donc via soit une entreprise, soit comme ça se passe sur Digne par les services techniques, il peut remettre en eau sans poser de questions à l'administration, c'est prévu dans les textes. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème particulier, si vous voulez. Simplement, ce sont des systèmes qui sont anciens, effectivement, qui étaient basés en grande partie sur le bénévolat, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Donc, dans les ASA, les gens faisaient le nettoyage des canaux, etc., de manière collective. Alors, c'est vrai que ce n'est pas très, très adapté au système aujourd'hui où les gens, ils aimeraient avoir un robinet au bord du jardin, ils ouvrent l'eau et l'eau, elle coule dans le jardin sans se poser de questions. Si vous deviez effectivement faire évoluer le système d'arrosage, parce qu'il y a quand même 3 ou 4 ASA sur la commune, hein, quand on part d'en haut les épinettes et qu'on va jusqu'en bas, il y en a au moins 3, ça risque d'être très compliqué. On pourrait imaginer de moderniser le réseau, sauf que le réseau, il est intégralement dans des propriétés privées sous forme de petites rigoles. Enfin, moi, je sais, j'habite, parce que l'immeuble où j'habite, j'ai une rigole qui traverse le parking sous tuyau. Voilà, et effectivement, ça pourrait être très, très compliqué pour apporter l'eau aux gens. Alors, il y a des collectivités qui l'ont fait. Je pense à la commune de Volonne. Hein, il y a une association syndicale qui arrosait tout le
une grosse partie des quartiers de Vologne. Bon, ils viennent de finir les travaux, ça a été long et compliqué parce que c'est du travail à la petite cuillère, quoi, hein. C'est vraiment pour passer entre les propriétés, poser les tuyaux, etc. Ça peut se faire. Après, il faut accepter aussi une certaine charge, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a de l'eau qui est disponible, qui n'est pas chère en plus, parce que je sais que les ASAS n'ont pas des tarifs très élevés, il faut accepter aussi de temps en temps qu'il en manque parce qu'il y a une crue, quoi. Voilà, mais je sais que pour la commune de Digne, c'est un petit problème parce qu'effectivement, comme la commune de Digne a pris en charge l'entretien des prises, chaque fois qu'il y a une crue, il y a 3 prises à nettoyer, quoi. Donc, c'est évident que c'est pas… Mais après, tout peut s'étudier. Enfin, je pense au Sieil, ça serait plus facile à desservir que les épinettes. Mais oui, tout peut s'étudier. Mais après, c'est une question d'argent et de volonté des gens de payer l'eau, quoi. Il y en a une Et aussi ce qui s'est passé là sur les… Pardon ? Il y en a une aussi aux pigeonniers qui viennent des eaux chaudes. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a eu quelques tensions avec les services de l'État sur les dernières mises en eau, puisque, contrairement à ce que vous disiez, M. Gottardi, excusez-moi de vous contredire, il y a eu une première mise en eau qui a été faite, en accord avec les services de l'État. Les crues sont survenues, et au moment de la remise en eau, la DDT et l'OFB ont jugé qu'il y avait trop d'impact sur la rivière. Donc, c'est ce qui s'est passé là pour les Sieilles la dernière fois, avec des bras qui avaient été mis à sec lors des travaux de remise en eau, etc. Voilà. Donc là, il y a eu effectivement quelques tensions. Je ne sais pas comment tout ça va se terminer, mais c'est un peu compliqué, mais on est plus là lié à des impacts des mises en eau et des travaux de mise en eau sur la rivière en elle-même, quoi. Voilà. C'est pas simple à gérer. En plus, la période forcément de mise en eau est la plus sensible vis-à-vis des crues, vis-à-vis aussi de l'environnement, avec des oiseaux qui nichent dans la rivière, avec des poissons qui commencent à frayer. Voilà, donc tout ça fait que c'est effectivement très compliqué. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, dans ce cas, je vous remercie pour votre participation et pour vos interventions. Un grand merci à nos intervenants. Alors, pour cet après-midi, donc on annonçait une sortie de terrain qu'on a dû finalement annuler, malheureusement, faute de participants. Par contre, donc ça devait être la sortie sur les économies d'eau sur le réseau d'eau potable réalisé par P2A. Par contre, suite à nos échanges avec M. Bichat de P2A, je vais intégrer ses commentaires et ses remarques sur les économies en eau réalisées par la P2A dans le compte-rendu de cette journée. Donc, je sais que beaucoup de personnes étaient intéressées. Enfin, il y a des personnes qui étaient intéressées, mais qui ne pouvaient pas être présentes là l'après-midi. Donc, ça fera partie du compte-rendu. Voilà, même si ce sera forcément moins passionnant qu'en vrai, mais au moins, il y aura ces informations-là que vous pourrez avoir. Je vous remercie tous, encore une fois. Et nous allons faire le compte-rendu assez rapidement. Du coup, il y aura aussi l'enregistrement de cette journée qui pourra être disponible et qu'on va transmettre à toutes les mairies du bassin versant de la Bléone. Donc, même si vous-même ou d'autres personnes des mairies n'ont pas pu retenir quelques informations, vous aurez tout dans ce compte-rendu-là. Lisa, si tu veux, on pourra essayer de relayer les informations peut-être de manière plus succincte, mais c'était tout à fait intéressant à nos élus en comité syndical. Oui. On a un comité syndical, on a près de 40 communes qui siègent et trois communautés de communes, 3 communautés d'agglos. Voilà, donc je pense qu'effectivement, comme le disait M. Gottardi, il faut que les informations soient diffusées. Et c'est vrai que là, pour le coup, on a l'occasion de sensibiliser les élus directement au comité syndical. Donc, avec plaisir, on le fera. Voilà, si on arrive à trouver une formule, puisque c'est des réunions assez longues habituellement. Donc, si on arrive à trouver une formule
plus courte, je pense que ça pourra intéresser bon nombre ce sera avec un grand plaisir, et peut-être que si moi-même je peux travailler sur une petite synthèse de cette journée-là à proposer pendant un comité syndical, en effet, ce sera avec un grand plaisir. Ok, et dernière annonce, pardon, on a une nouvelle chargée de mission qui arrive courant juillet pour travailler justement sur ces questions ressources en eau. Donc, une hydrogéologue qui vient renforcer l'équipe, qui n'est pas forcément très musclée, M. Gottardi, mais on fait ce qu'on peut. Voilà, donc c'est une très bonne nouvelle. On aura une personne dédiée avec à ces thématiques-là qui va commencer à travailler prioritairement sur l'AS, puisqu'on a effectivement quelques échéances sur l'AS. Et avec l'aide financière de l'Agence de l'eau, puisqu'on parle beaucoup de toutes ces thématiques-là, mais effectivement, en termes de financement, on n'est quand même pas vraiment aidé, voilà, hormis par l'Agence de l'eau. Et donc, c'est un poste qui est financé par l'Agence et par les collectivités membres du syndicat. Voilà. Donc, pas forcément de soutien direct de l'État, enfin, sauf à travers l'agence, mais voilà, donc il faut quand même que les collectivités territoriales mettent la main à la poche sur cette opération-là. Voilà. Merci beaucoup. Et en effet, très contente pour le SMAB, Caroline, pour le renforcement de l'équipe. C'est une nouvelle thématique avec de nouveaux enjeux. On va voir comment tout ça s'organise. Mais encore un peu de travail à venir. Toujours. Toujours. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup à tous. Du coup, nous allons finir cette session de ce matin-là. Et après, même si après notre session d'aujourd'hui, vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez toujours me les envoyer par mail. Et on essaie toujours de contacter ensuite tous les acteurs pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Et bah, du coup, je vous souhaite un bon appétit et une très bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.